Vous écoutez Mafia et République, épisode 6. En mai 1988, Charles Pasqua déchante. Son ami Jacques Chirac est battu à l'élection présidentielle face à François Mitterrand, qui est réélu. Pasqua perd son poste de ministre et sa confiance en Chirac. Il décide de servir sa propre cause. Sénateur, il utilise la présidence du Conseil général des Hauts-de-Seine pour asseoir ses ambitions. Ce département est le plus riche de France. On y trouve le siège de la plupart des grandes entreprises. Pasqua prend la présidence d'une société d'économie mixte, la SEM 92. Il étend ses réseaux et affirme son emprise au Gabon et au Congo. La France-Afrique se transforme peu à peu en Corse-Afrique. L'implication de la SEM 92 dans la coopération en Afrique, c'est pas des mots seulement. Pierre Péan, journaliste. C'est, par exemple, sur le Gabon, entre 91 et 93, il y a eu un financement pour les écoles au Gabon de 40 millions de francs, ce qui n'est pas rien, c'est même beaucoup. En coulisses de la SEM 92, Étienne Léandri place ses hommes et intègre des actionnaires prestigieux, comme le groupe Bouygues, la Générale et la Lyonnaise des Eaux, et bien sûr, Elf, l'instrument clé du néocolonialisme de l'État français. Elf joue un rôle essentiel dans le financement de la droite française. François Mitterrand l'a bien compris. Il nomme à la tête du groupe un homme de toute confiance, Loïc Le Floch-Prigent. Et donc je suis arrivé en président en 1989, et à la demande de François Mitterrand, et je lui fais un état des lieux un mois après, en lui disant, bon, maintenant, voilà les rapports de force, et il s'agit maintenant pour vous de déterminer si on veut, comme un certain nombre de gens de votre entourage, faire un coup de balai, mais vraisemblablement on veut balayer la France, parce que la France est bien représentée par Charles Pasqua et son entourage, et André Tarallo et son entourage, ou si vous voulez effectivement que la France reste présente dans ces pays, auquel cas il faut travailler tous ensemble et on essaiera de trouver le meilleur moyen de le faire. Alors il me dit, bon, on garde le système comme il est, parce que bon, il a fait ses preuves, simplement essayer de veiller à un petit rééquilibrage. Mitterrand casse le monopole des partis de droite sur les rétrocommissions d'Elf. L'argent occulte du pétrolier français va aussi arroser le Parti socialiste. Et pour conserver sa place dans le système, Pasqua n'a d'autre choix que de rouler pour tout le monde. Il y avait de la considération réciproque entre Charles Pasqua et François Mitterrand. Loïc Le Floch-Prigent, ancien président d'Elf. Ce m'était extrêmement facile de dire à l'un et à l'autre que bon, il fallait soutenir la position française et qu'ils convergent vers un certain nombre de sujets. Pour assurer le rééquilibrage, Loïc Le Floch-Prigent décide de doubler le réseau Tarallo. Il embauche son ancien collaborateur Alfred Sirvin, baroudeur et homme d'affaires, qui a fait son droit de la prison et qui excelle dans les relations extérieures avec les grands groupes industriels. Sirvin crée son propre réseau au sein du groupe Elf, avec l'aide d'Étienne Léandri. C'est aussi ça qu'on venait chercher, en venant chercher Étienne Léandri. Julien Commère, secrétaire et confident d'Étienne Léandri. C'est pas donné à tout le monde de savoir détourner des centaines de millions d'euros d'une opération sans que personne vous prenne. Ce sont sur ces opérations surfacturées ou avec des rétrocommissions, sont sur ces opérations secondaires qu'Étienne intervient pour les plus grandes entreprises françaises. Étienne Léandri est l'un de ceux qui a transplanté les mécanismes de la grande criminalité dans l'économie moderne et perverti le système capitaliste français. On se retrouve avec quelqu'un de transversal. On a toujours l'impression que quand il y a eu une affaire et un scandale, voilà, il y a 3-4 noms, mais les gens qui sont là sont des gens qui en réalité n'ont pas été dans une seule affaire. Vous avez cette ingénierie et ce savoir-faire qui fait qu'il est présent sur des dizaines d'affaires. C'est assez effarant, quoi. Qu'on aille du nucléaire aux frégates de Taïwan, vous pouvez toujours retrouver la trace d'Étienne Léandri. Dans ce début des années 90, la plupart des grands contrats à l'export des grandes sociétés françaises passent par Étienne Léandri. Et puis là, on passe à quelque chose qui n'a plus rien à voir. On passe vraiment à du sérieux. On passe à blanchir des opérations gigantesques entre États, entre grandes entreprises, avec des milliards et des milliards
et on travaille un petit peu après la virgule. Les rétrocommissions inondent le système politique français et gangrènent la République. Elf est à son apogée. J'ai dit à André Tarallo, est-ce que vous pensez qu'il soit raisonnable qu'on retrouve Étienne Léandri partout, comme ça? Il m'a dit, mais il n'est pas le seul. Puis il m'a montré qu'il y avait un certain nombre d'autres intermédiaires qui n'étaient pas seuls. Donc c'était bien. Le problème de l'intermédiaire, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de monopole, d'exclusivité, quoi. Donc, bon, et là, il y en avait d'autres. Je ne donnerai pas les noms, mais ils n'étaient pas corses, en l'occurrence. On est arrivé à un stade où l'intérêt de la nation, quand on arrive à la période d'Alfred Sirvin, devient à peu près secondaire, quoi. Julien Commère, secrétaire et confident d'Étienne Léandri. L'essentiel, c'est de sortir les sous. Alors, dans la répartition, vous avez toujours un peu l'intérêt de la nation, mais bon, il y a quand même beaucoup d'argent qui sert à autre chose, quoi. Et donc, dans le système Elf, il y avait des raisons d'État, et ces raisons d'État ont perduré, et donc je ne dirais rien de... Rien. Comme Étienne Léandri, Robert Felice fait partie de ceux qui ont su tirer profit de ce silence et de cette part d'ombre de la République. Toujours installé en Afrique, Robert Felice passe maintenant à la vitesse supérieure avec Michel Thomy, qui cherche justement à se réinventer. Michel Thomy vient de passer plusieurs mois en prison pour la gestion frauduleuse du casino de Bandol. Thomy se replie sur l'Afrique et lance avec Felice une de leurs opérations les plus lucratives, la création du PMU au Cameroun, au Gabon et au Congo. Et c'était extrêmement intelligent. À l'époque, je me souviens, les gens du PMU français, ils étaient fous furieux. Antoine Glaser, journaliste spécialiste de l'Afrique. Parce qu'ils disaient, ouais, mais alors, nous, on paye les droits, on paye tout ici, etc. Ils branchent leur télé, ils font jouer au Cameroun des Africains sur les courses en France. Et nous, on n'a rien comme droit et redevance. Seulement, les Felice comme Thomy disaient, oui, mais nous, on a l'autorisation des présidents africains. Michel Thomy et Robert Felice veulent maintenant dupliquer le Cuba de Lucky Luciano et Meyer Lansky et s'accaparer un territoire vulnérable, infiltrer banques, aéroports, police et services spéciaux. Au large du Gabon, dans le golfe de Guinée, un minuscule archipel, Sao Tomé et Principe, est criblé de dettes. Un terrain de chasse idéal. Charles Pasqua prend l'affaire très au sérieux. Début 1992, il se rend dans l'archipel et convainc le président d'y créer une zone franche et d'en faire un paradis fiscal. Ils avaient réussi à persuader un certain nombre de responsables d'Elf. Vous, ça vous servira un peu comme quand vous avez des comptes au Luxembourg, à Jersey ou à Guernsey. C'est vrai que Pasqua, à un moment donné, a été visiter ça. Je crois qu'il y avait Balkany à l'époque qui était avec lui. Mais c'était un projet très sérieux et vraiment là, initié pour le coup par Charles Pasqua. Mais les Chiraciens ont la certitude que Pasqua joue désormais contre Chirac, et il tue le projet dans l'œuf. Sao Tomé ne sera pas le paradis des mafieux. L'idée n'est pas abandonnée pour autant. Michel Thomy relancera le plan ailleurs, en Afrique. Robert Felice, lui, le rêve cubain en Afrique, il n'y croit plus. Son ami Sassou Nguesso a perdu le pouvoir à la suite du printemps démocratique africain. Du Zaïre à la Côte d'Ivoire, la plupart des acteurs de la France-Afrique tombent. Robert Felice mise alors sur une autre île où il rêve de se lancer en politique. La Corse. Robert Felice parlait de ce qui a été fait à Tanger, à Monaco ou à Cuba. Pierre Péan, journaliste. C'était ça qu'il avait dans la tête. Et Robert Felice, à ses amis proches, en parlait régulièrement. Un homme a recueilli les confidences de Robert Felice. Il a accepté de nous parler. Il préfère rester anonyme. L'idée, c'était de dire, bon, on interrompt cette activité d'intermédiaire pour pouvoir s'insérer dans le jeu politique, et alors est venu se greffer là-dessus les affaires corses. Et donc, voilà. L'idée, c'était de délaisser l'importation africaine
pour se réinstaller sur un pays qu'il connaissait en fait assez mal, qui était la Corse. La Corse est alors le théâtre d'une guerre sans merci. Le FLNC a explosé en factions rivales. D'un côté, le canal historique incarné notamment par François Santeny. De l'autre, le canal habituel incarné par le MPA d'Alain Orseny. Alain Orseny, qui est un homme qui est majeur dans cette mouvance du MPA, puisqu'il en sera un des leaders. Michel Debac, ancien chef de la section antiterroriste. Mais qui, dans sa famille, baigne dans la criminalité organisée. Puisque ces gens étaient mêlés à la création et au fonctionnement de laboratoires clandestins de transformation de la morphine base en héroïne, y compris jusqu'aux États-Unis. La scission du FLNC est une aubaine pour la mafia. La seule autorité qui puisse arbitrer les conflits entre clandestins est un juge de paix, extérieur au mouvement, mais lié à lui. Voilà comment Jean-G. Colonna, l'ami de Robert Felicetti, va se retrouver sollicité d'un côté par François Santeny et de l'autre par Alain Orseny. Au lieu d'apaiser les tensions, certains mafieux approvisionnent toujours plus les nationalistes en armement lourd. Ce qui compte pour les mafieux, c'est d'accroître la tension pour favoriser l'émergence d'un nouveau statut plus adapté à leurs pulsions affairistes. Et pourquoi pas celui d'une zone franche. C'est dans cet objectif que Robert Felicetti entre en politique. Jean-G. Colonna lui donne les clés de la mairie de Pila-Canal, jusqu'alors dirigée par un membre de la famille Colonna. Felicetti sera réélu maire à chaque scrutin. Robert Felicetti a toutes les raisons d'y croire, d'autant qu'il dispose d'un accès direct au gouvernement. En 1993, la droite a battu les socialistes aux élections. Édouard Balladur est désormais Premier ministre. Charles Pasqua est de retour au ministère de l'Intérieur. Au fait de sa puissance, Pasqua accorde de nouvelles autorisations à Felicetti et à Tommy pour exploiter de nouveaux casinos. Charles Pasqua, il est devenu, je sais pas quel mot on peut utiliser pour dire, c'est-à-dire que au fond il couvrait, super papa, super parrain, super protecteur, mais lui-même, c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que Pasqua ne faisait pas ça pour l'argent. Mais Pasqua commet une erreur. En vue de l'élection présidentielle de 1995, il prend fait et cause pour le Premier ministre Édouard Balladur, contre son vieil ami Jacques Chirac. Pour assurer les chances de son candidat, Pasqua doit calmer le jeu en Corse. Les campagnes présidentielles sont propices aux négociations. Les politiciens cèdent plus facilement du terrain. La mouvance nationaliste baisse alors les armes le temps de la campagne. Monsieur Pasqua a négocié, comme bien d'autres ministres de l'Intérieur, il a négocié avec les nationalistes dans le cadre d'un rapport de force pour acheter la paix sociale. Gilbert Thiel, ancien juge d'instruction antiterroriste. Et plus on se rapprochait des élections dans l'île, plus l'État devenait complaisant avec lui, quitte à essayer de reprendre la main. Mais chaque fois qu'on a reculé, moins on est crédible pour avancer après par la suite. Pièce maîtresse de toutes les batailles politiques, l'argent. Pasqua et Balladur doivent assécher les financements occultes de leurs rivaux. Et pour cela, prendre le contrôle de Elf. Édouard Balladur congédie Loïc Le Floch-Prigent et place un homme à lui à la tête du pétrolier français. Où est-ce qu'un homme politique français peut avoir du cash ? Antoine Glaser, journaliste spécialiste de l'Afrique. Charles Pasqua, il met ses réseaux africains et les réseaux de la Corse-Afrique au service de Balladur pendant toute cette période, contre son vieil ami Jacques Chirac. Le nouveau patron d'Elf saisit la justice et présente le groupe comme victime du système Sirvin-Tarallo. Au fil de leurs enquêtes, les juges du pôle financier remontent au sommet de la pyramide. La FIBA est fermée. Un grand procès à spectacle est en préparation. L'affaire Elf éclabousse la République. Curieusement, les juges n'ouvrent pas le volet mafieux de l'affaire. Suspecté de blanchiment dans une autre enquête, la SED sera fermée quelques années plus tard. Il y a une sorte d'implosion des réseaux gaullistes en Afrique et on voit que ça a des incidences pour non seulement les Français de l'étranger qui sont en Afrique, mais les financements des partis politiques français.
Les juges n'interrogeront jamais Étienne Léandri, et pour cause. À 80 ans, l'ancien gigolo gestapiste, l'ex-ambassadeur de Lucky Luciano auprès de la CIA, l'un des hommes qui a fondé le SAC et contribué à créer le système français des rétrocommissions, meurt de sa belle mort. C'était curieux, la mort d'Étienne. C'était au cimetière Montparnasse, il y avait très peu de monde. Julien Commère, secrétaire et confident d'Étienne Léandri. Les intimes, on va dire, qui étaient là, très peu nombreux. Et puis après, il y a eu une bagarre autour du corps, et le corps est resté avec les SDF pendant 1 an. J'ai essayé de le retrouver pour retrouver sa tombe, et j'ai fini par la trouver au village de la famille, à Giunquette, en Corse, sans que aucune trace administrative du déplacement du corps n'ait été conservée. En mai 1995, déjouant tous les pronostics, Jacques Chirac est élu président de la République. Chirac ne pardonnera pas sa trahison à Pasqua. Pour la première fois de sa vie, Charles Pasqua est un homme isolé. Les Corso-Africains perdent leur protecteur politique. L'étau se resserre autour des Corso-Africains. Les juges s'intéressent à des flux financiers suspects et découvrent que l'argent de la revente d'un de leurs casinos a financé une des campagnes de Charles Pasqua. La corruption entre Pasqua, Tomi et Felice sera avérée lors du jugement prononcé quelques années plus tard. Solidement implanté en Afrique, Michel Tomi offre refuge à son vieil ami Richard Casanova. En fuite depuis le plus spectaculaire des braquages de la brise de mer, le casse du siècle. Près de 19 millions d'euros dérobés dans les coffres de la banque UBS de Genève. 220 kilos de billets. Michel Tomi se rapproche de Richard Casanova et s'émancipe de Robert Felice. Dans les années 90, c'est vrai que Tomi a paru supplanter petit à petit Robert Felice en Afrique à travers les PMU et à travers les relations Afrique-France, c'est lui qui organisait les histoires de Grand Prix d'amitié, etc. On voyait plus Felice, on voyait surtout Tomi. Discret en Afrique, Robert Felice est de plus en plus présent en Corse, où la succession d'événements tragiques va lui permettre de faire avancer son projet. Une partie des clandestins, instrumentalisés par les mafieux et les affairistes, se lance dans un violent bras de fer avec l'État. Les attentats se succèdent. En octobre 1996, la mairie de Bordeaux, fief du Premier ministre Alain Juppé, est touchée par une bombe. Juppé rompt les discussions avec les nationalistes. Les ponts sont coupés. En Corse, les nuits bleues reprennent. C'est l'escalade, jusqu'au soir du 6 février 1998. Le préfet Claude Erignac est tué de 3 balles dans la tête. Recouverte d'un linceul, la République saigne. Le pouvoir est désarmé. Depuis Matignon, le Premier ministre Lionel Jospin, leader socialiste qu'une nouvelle alternance a porté au pouvoir, prend personnellement en main le dossier et lance le processus de Matignon. Parmi les élus corses participant aux discussions se trouve Robert Felice, convaincu de toucher au but. Les Corsico-Africains ne racontent pas aux autres ce qu'ils veulent exactement. Et l'inverse est vrai. Mais chacun y trouve son intérêt parce que les nationalistes peuvent obtenir de l'argent. Ce sont des alliances où chacun espère avoir l'autre quand même. C'est pas, on marche pas la main dans la main, on estime qu'on peut faire un bout de chemin ensemble et que chacun peut faire avancer sa propre cause. Il a réussi donc en quelque sorte à fédérer et à rassembler tout ce qui comptait sur le plan politique en Corse. Et donc le pouvoir central à Paris a décidé de négocier avec eux. Puisque les autonomistes en définitive, ils ont ouvert la voie sur cette histoire d'indépendance. Mais derrière, c'était repris par des groupes qui souhaitaient transformer la Corse en une zone libre, au niveau douanier, au niveau financier. Et puis voilà. Je suis sûr que Jospin n'a rien vu. N'a rien vu de ce qu'avait dans les principaux acteurs
en face de lui étaient en réalité des gens qui poursuivaient un objectif complètement différent, qui était tout simplement de faire une transformation de l'île pour des raisons mercantiles, pour développer les casinos, les machines à sous, etc. Je suis persuadé que, évidemment, Jospin n'a pas vu du tout ça. François Santoni, lui, condamne le processus de Matignon. Il a quitté le canal historique et ne participe pas aux négociations. François Santoni est isolé et, logiquement, il tombe un soir d'été. Nommé ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy va imprimer sa marque pendant les 10 prochaines années et confier le dossier corse à un super flic, Bernard Squarcini, l'homme qui a supervisé la traque de l'assassin du préfet Erignac. À l'été 2003, les Corses sont appelés à se prononcer par référendum sur un nouveau statut pour l'île. Ils rejettent la réforme. Chez les Corso-africains, rien ne va plus. Le duo Tommy Feliceggi se disloque. Les anciens associés se répartissent les territoires. À Feliceggi le Congo, à Tommy le Cameroun. Mais l'amitié entre Michel Tommy et Richard Casanova exacerbe les tensions. Par le biais de Casanova, la brise de mer pourrait s'étendre en Afrique, ce que refuse Jean-G. Colonna. La situation empire, le partage ne fonctionne pas, et comme prévu, l'un des deux clans va tout perdre. Un soir de mars 2006, Robert Feliceggi s'effondre sur le parking de l'aéroport d'Ajaccio. Abattu dans le dos, le pionnier de la Corse-Afrique n'est plus. C'est un séisme. C'est un séisme à cette époque. Personne ne le comprend. Gilles Bertiel, ancien juge d'instruction antiterroriste. Il y a une enquête qui, à mon avis, n'a guère prospéré. Peut-être même est-elle déjà clôturée. On sait très bien que les investigations en Afrique sont difficiles. On sait aussi qu'elles le sont en Corse. Moi, je n'ai aucune idée d'où cela peut venir, mais il devait y avoir quand même de nombreux ennemis. Un vaste cortège funéraire accompagne Robert Feliceggi. Son cercueil est recouvert des 3 drapeaux, les drapeaux français, congolais et corse. Dans la foule, on reconnaît son vieil ami, Jean-G. Colonna. Jean-G. Colonna qui meurt à son tour quelques mois plus tard, dans un accident de la route. La disparition du parrain de Corse du Sud ouvre un cycle de vengeance au cœur des plus hautes instances criminelles de l'île. En avril 2008, Richard Casanova est assassiné par son rival au sein du gang de la brise de mer, qui implose lors de violentes luttes intestines. Entre 2008 et 2013, 68 assassinats et 29 tentatives déciment les clans et leurs alliés, selon une symétrie presque parfaite. Dans le Sud, la génération de Jean-G. Colonna a perdu pied. Michel Debac, ancien chef de la section antiterroriste. Et on peut considérer qu'actuellement, une nouvelle génération est aux commandes dans le Sud, de ces tendances mafieuses. Et que dans le Nord, une nouvelle génération du banditisme corse de la région bastiaise est aux commandes. Voilà, et je pense que la distinction entre les entreprises criminelles du Nord et les tendances mafieuses du Sud est toujours valable. Simplement, ce qui est révélateur, c'est que pour la brise de mer, par exemple, et on peut faire le parallèle avec Jean-G. Colonna aussi, ça a duré 30 ans. Et ce sont des organisations, notamment la brise de mer, qui ont fini par s'effondrer, non pas sous les coups redoublés de l'institution répressive police et justice, mais essentiellement en raison de leur dissension interne. Alors comme en général, là, il n'y a pas de processus de Matignon pour les mettre d'accord entre eux, ça se passe à coup de 1143. De tous les parrains de la 3e génération, seul demeure Michel Tommy. Dans un rapport confidentiel, les services français le présentent comme l'empereur des jeux en Afrique centrale et le dernier des parrains en France. Depuis le Gabon, Michel Tommy dirige un empire qui transcende le continent africain et s'étend jusqu'en Extrême-Orient. La puissance de son réseau
fait de Michel Thomy un homme indispensable aux services spéciaux français. Et je pourrais vous dire que dans le monde du renseignement, j'ai encore vécu, dans les années récentes, l'intérêt des Thomy pour certaines administrations. Michel Debac, ancien chef de la section antiterroriste. Parce que les Thomy, c'est bien entendu des gens qui sont dans les jeux en Afrique. Mais bien entendu, ils ont aussi des renseignements sur le quoi et le comment. Parce que dans les casinos africains, dans les salles de jeux africaines, qui est-ce qui vient ? C'est pas le petit peuple qui a 1 euro pour faire vivre sa famille par mois. Oui, c'est pas les mêmes personnes. Donc c'est une source de renseignements. Voilà. Bernard Squarcini, l'homme que Nicolas Sarkozy a placé à la tête des services français, veille aux intérêts de Michel Thomy grâce à une antenne implantée au Gabon. Mais Bernard Squarcini, que je connaissais bien, il connaissait tout le monde là-dedans. Il connaissait Félix Tchadji, il connaissait Thomy, il connaissait François Santoni, il connaissait absolument tout le monde dans l'île Bernard Squarcini. Forcément. Le médecin, en général, il est au contact des malades. Pour vous faire comprendre les choses, à un moment donné, la proximité de ces gens avec les milieux d'affaires et les milieux politico-administratifs de ces pays, notamment africains, font qu'il y a une certaine impunité qui est organisée. Michel Debac, ancien chef de la section antiterroriste. Et donc, les zones de force et les rapports de force prospèrent à leur profit. La police dit c'est le parrain des parrains, mais il n'est pas arrêté. Donc on voit bien que c'est très très compliqué. Ils sont en bordure de ligne jaune, ils la frôlent tout le temps, ils la dépassent très probablement, et on a du mal à voir les dépassements, de les voir de façon rationnelle, logique. En 2012, l'élection de François Hollande à la présidence de la République met un terme aux protections politiques dont peut se targuer le dernier des parrains. L'une de ses premières décisions est d'écarter Bernard Squarcini. L'assassinat à quelques semaines d'intervalle de 2 grandes figures de la société corse, l'ancien bâtonnier de Corse du Sud et le président de la Chambre de commerce de Lille, déclenche un électrochoc au sommet de l'État. Et on voit bien que toute la mécanique de l'État là, se met en route, accélère le processus qui était en cours depuis la mort de Félix Tchadji et désigne véritablement l'homme qui est au bout du doigt de Valls et évidemment Michel Thomy. En juin 2014, Michel Thomy est mis en examen pour corruption d'agents publics étrangers, faux et usage de faux et abus de confiance. L'empire fondé par les Corso-africains vacille. Et comme un signe, en juin 2015, l'homme qui depuis la naissance de la Ve République a protégé, sinon côtoyé la mafia corse, l'homme qui lui a permis de s'enraciner au cœur du pouvoir sans jamais tenter de la combattre, meurt de vieillesse. Charles Pasqua emporte avec lui ses secrets. Depuis un siècle, la mafia corse a tant prospéré dans la République française que perdre l'un de ses protecteurs ou le dernier de ses parrains ne suffira pas à démanteler le système. Aujourd'hui en Corse, le rêve cubain est à portée de main. Des secteurs entiers de l'économie insulaire sont sous la coupe de systèmes mafieux, comme le tourisme, l'immobilier ou la sécurité. La peur est leur arme absolue pour contrôler les sociétés et contraindre au silence. Bientôt, une 4e génération de parrains s'imposera, que la République en ait besoin ou non. Aucune démocratie n'est condamnée à cohabiter avec une mafia qui la gangrène. Pour la combattre, il faut déjà prendre conscience de son existence, de sa toxicité et de son enracinement, et rendre visible ce pouvoir invisible. Tout le reste dépend des pouvoirs publics. Vous venez d'écouter Mafia et République. Si vous avez aimé ce podcast,
Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Mafia et République est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami 2, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Yami 2, réalisée par Christophe Bouquet et écrite par Christophe Nick, Pierre Péan et Vanessa Ratignier. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.